honnêtement, c'était pas un chemin prédestiné. Non. Parce que je connaissais le cannabis de réputation, comme tout le monde, mais j'avais pas eu l'opportunité de travailler ou d'étudier cette plante merveilleuse, que je trouve merveilleuse, parce que... Wow, une scientifique qui prend le temps de dire que le cannabis est une plante merveilleuse. Oui. J'adore. Merci. Fallait que je fasse une pause là-dessus parce que on le répétera pas assez souvent. Oui. Alors, je suis bien contente aujourd'hui d'accueillir à notre podcast Sans Farger dans les fleurs du tapis le docteur Fatima Zahra Benomari, que j'ai eu la chance de rencontrer lors d'un événement avec la KIC. Hein? On s'est rencontrés là dans le cadre d'une discussion alentour des femmes et des plantes. Donc, on ratissait large, on allait dans l'agriculture et on parlait entre autres de cannabis. Et puis, tu étais une des conférencières qui était là avec moi. Et moi, j'ai réellement eu un coup de cœur. Premièrement, de voir une jeune femme dans le domaine de la science qui, en plus, a un projet d'étudier le cannabis. Et puis, ton domaine est vraiment passionnant. La chimie des produits naturels. Comme on en avait discuté brièvement, je crois beaucoup en la médecine plus naturelle. Donc, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Puis c'est pour ça que je voulais absolument que tu viennes passer un peu de temps avec nous pour parler davantage un peu des études que tu fais en ce moment au niveau des possibilités puis des enjeux au niveau de l'extraction du cannabis. Mais parle-moi un petit peu de toi. Tu es une femme de l'Algérie. Oui. Tu es venue ici à Montréal pour faire des recherches. Est-ce que tu pensais te lancer dans le cannabis? Comment t'en es venue à ça? Déjà, je vous remercie de m'avoir invitée. Je suis très ravie de faire une discussion avec vous sur tout ce qui est science des produits naturels, le cannabis en particulier. Alors, moi, c'est Fatima Benomari. Il m'appelle Tema. Parce que dans ma ville natale, Fatima Zahra, c'est un peu lourd. Oui. Et du coup, ils prennent Tema, Fatima. Tema, OK. Donc, alors, on va l'adopter au Québec aussi. Oui. Et du coup, j'ai fait des études en chimie, en tronc commun. Et après, un master en chimie des molécules bioactives, synthèse et application. Et j'ai enchaîné en doctorat en chimie des produits naturels. Donc, spécialité huile essentielle. Donc, je travaille beaucoup plus sur les huiles essentielles des plantes. Je suis fascinée par ce monde parce que, on va dire que ça nous ressemble. Parce que depuis toute petite, j'étais fascinée par le fait que chaque être vivant est particulier. Ouais. Si je vais expliquer les choses, on va dire qu'on a tous la même apparence, un nez, des yeux, une bouche, mais on ne se ressemble pas. Ouais. Si on va parler encore plus profondément, on a tous une identité intérieure, notre façon de voir les choses, de penser, etc. Et du coup, pour en arriver à la chimie des produits naturels, j'ai fait une certaine liaison avec les plantes, quand j'ai commencé à travailler avec les plantes, et j'ai trouvé que ce monde nous ressemble énormément. Ouais. Parce qu'on peut trouver des plantes qui poussent à 1 kilomètre l'une de l'autre. Et du coup, avec on va prendre... Avec des propriétés différentes. Ils ont des propriétés différentes, ils ont un profil chimique différent. Si on prend une plante qui est connue, on va dire la lavande, une lavande qui pousse au pied d'une montagne et l'autre qui pousse au bord de la mer, on va trouver qu'ils ont un profil chimique complètement différent. Et du coup, ils ont ce qu'on appelle, on ne va pas l'appeler une identité, mais une signature. Ouais. Une signature particulière. Et c'est ça qui m'a permis de faire la liaison entre ce que j'aime, c'est découvrir les personnes, le monde, et ce que je découvre dans les plantes. Donc, c'est un monde vraiment fascinant. Voilà, actuellement, je suis en train de travailler, je suis chercheuse et je travaille sur un projet pour le développement des produits cosmétiques à base d'ingrédients naturels. Qui est le chanvre et d'autres produits. On ne peut pas en parler en détail parce que c'est un complexe entre le chanvre et d'autres produits. Puis c'est intéressant ce que tu disais par rapport à comment tu es tombée dans la chimie des produits naturels, puis la différence entre chaque individu. Puis je pense que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de dire aux gens, parce qu'il y a
Il y a des mentalités qui disent, tu sais, c'est non les produits naturels. D'autres, c'est la médecine traditionnelle. Il y a plusieurs types de pensées. Puis je suis d'avis qu'il y a un type de médication pour les individus qui varie en fonction de ce que tu es, tu sais. Puis c'est un peu ça que tu dis. On est tous différents. On réagit tous différemment. Puis on a tous besoin des solutions qui peuvent nous aider, dans le fond, quelles que soient les problématiques ou les enjeux qu'on a. Puis c'est pour ça que je trouve ça intéressant de pouvoir ouvrir la discussion sur le cannabis étant une plante naturelle qui peut avoir des bienfaits pour la santé, puis démystifier ça un petit peu. Donc, si on retourne en arrière, là, la chimie des produits naturels, à la base, là, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça mange, là? Alors, on va parler de la chimie des produits naturels ou beaucoup plus la chimie verte. Alors, je vous remercie déjà pour cette question qu'on trouve qu'il y a tellement d'idées un petit peu vastes, un petit peu ambiguës sur cette science qui est émergente en ce moment. Donc, la chimie verte est un concept apparu aux alentours des années 90 aux États-Unis et qui a pour but de concevoir et de développer tout produit ou procédé qui peut nous aider à éliminer ou réduire les substances dangereuses. Donc ça, c'est une définition qui est donnée à la chimie verte. Mais moi, personnellement, je l'appelle la chimie au service de la planète. J'aime ça. Oui, parce que je trouve que on en a tellement vécu de mauvaises choses sur tout ce qui est chimique, tout ce qui est le réchauffement climatique, tout ce qui se passe. Donc là, la chimie verte, c'est pas une chimie au rabais, c'est une chimie plus intelligente, plus responsable, qui repense chaque molécule comme, moi je le trouve comme un acte responsable pour les futures générations. Oui. Donc, la chimie verte, on peut la définir aussi comme une approche proactive qui peut nous aider si on va parler, par exemple, de pollution, cet acte proactif, il va nous aider à anticiper tout ce qui est pollution avant de la traiter après coup. Okay. Donc, c'est ça. Là, la chimie, ce qu'on appelle tout ce qui est produits chimiques, ils génèrent tellement de gaz toxiques, etc., qui nous obligent après à dépolluer l'air, les eaux, les mers, etc. Mais si on doit adopter cette chimie verte, on n'a pas à faire ça. On n'a pas à dégager cette énergie, à dépenser, à gaspiller. Donc, moi, je trouve que c'est la science du futur. Lorsqu'on s'était rencontrés à notre conférence, on avait parlé beaucoup de justement la différence quand tu es arrivé au Québec. Est-ce que tu avais vu en Algérie au niveau de l'acceptation ou de l'utilisation d'un type de médecine plus naturelle? Okay. Donc, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ça, là, que tu bouscules un peu les Québécois, parce que moi, j'ai hâte qu'on ait des discussions beaucoup plus ouvertes et fréquentes à ce sujet. D'accord. Donc, en Algérie, quand j'ai commencé à travailler sur les huiles essentielles, on faisait comme ce qu'on appelait des enquêtes ethnobotaniques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on allait voir les populations qui vivaient dans la montagne, qui vivaient à l'ancienne, etc. Donc, on prenait leurs remèdes parce que eux, ils veulent pas. Ils ne veulent pas aller chez le médecin. Non. Donc, pour eux, on est au naturel. Ça se trouve dans la nature. On est au naturel, on a toutes les plantes devant nous, etc. Donc, nous, on faisait quoi? On était en train de chercher les molécules actives dans les plantes. Donc, on faisait quoi? On faisait ces enquêtes, on parlait avec les vieilles femmes. Et là, elle nous disait, oui, cette plante, elle est bonne pour ça, elle est bonne pour ça, elle est bonne pour ça. Donc, ça, c'est comme on appelle comme un déclic pour essayer de chercher ce qui se trouve dans cette plante et le prouver scientifiquement. Ouais. Wow. Donc, c'est ça. Donc, on a commencé à faire ça. On a même créé un consortium en Algérie sur les plantes à parfum aromatiques et médicinales, ce qu'on appelle les PAM. Ouais. C'était difficile, très difficile au début parce que les gens ne voulaient pas rentrer dans les détails pour utiliser les huiles essentielles, tout ce qui est naturel, parce que pour eux, c'est lent. Parce que tout ce qui est naturel, c'est lent. Ouais. Ça ne donne pas vraiment un effet immédiat. Et du coup, eux, ils vont vers la route la plus facile, c'est les médicaments.
Donc, je prends un anti-inflammatoire, je vais être soulagée d'ici, je ne sais pas, 2 heures, 3 heures. Je prends un analgésique ou autre chose. Ouais. Donc, on a lutté vraiment pour que les huiles essentielles vont être introduites dans le marché algérien. C'est ce qui s'est passé. Donc, ma thèse a été réalisée, c'était la première thèse réalisée avec une entreprise algérienne qui avait une difficulté à exporter vers l'Europe, Okay. parce que le marché européen, il a vraiment des restrictions. C'est un marché parmi les marchés les plus rudes. Et du coup, on produisait des huiles essentielles. On pouvait vendre un petit peu, mais pour l'exporter vers le marché international, il y avait vraiment des normes à respecter. Et toutes les réglementations sont différentes par pays. C'est ça, par pays. Donc, c'est ça. Donc, ce que j'ai fait dans ma thèse, c'est de développer les huiles essentielles selon la composition chimique recherchée par le marché et selon ce qu'on veut et ce qu'on veut guérir ou ce qu'on veut soigner. Donc, c'était ça. Et c'était là comment dirais-je, le lancement. Oui. C'est le lancement. On a commencé à remarquer que pour introduire cette culture, c'est pas par une obligation, mais c'est par une éducation. Oui. Parce que les gens, si on connaît pas la chose, on peut pas l'accepter. Exact. Là, les gens connaissent, par exemple, les huiles essentielles comme des produits toxiques. Ils ne la connaissent pas comme des molécules complexes qui peuvent guérir, etc. Guérir, prévenir même. Guérir et prévenir. Et là, il faut déjà faire connaître la chose. C'est un travail, c'est comme, moi je l'appelle toujours, c'est comme un petit enfant. Oui. Qu'on est en train d'éduquer pour avoir une certaine vision de la vie, c'est dès le début qu'on doit introduire ça. Ouais. Et je crois que c'est ce qui se passe avec le cannabis. C'est exactement ce qui se passe avec le cannabis. Je pense qu'on est même un peu en arrière. Je pense qu'au niveau des huiles essentielles, puis de toute la médecine par les plantes naturelles, je pense qu'il y a une évolution qui se fait. Je suis d'accord avec toi qu'au Québec, on est encore en retard. Je pense qu'il y a une évolution, mais quand on parle de cannabis, là, c'est comme si on retombe 100 ans en arrière, on dit cannabis, cannabis, c'est pas une plante naturelle. Oui, c'est une plante naturelle. Oui. On est dans la même catégorie. Oui. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de stigmas à changer. Puis je comprends qu'on s'est fait raconter toutes sortes d'histoires à travers les années. Oui. Puis aujourd'hui, on veut changer l'histoire. Donc, comme tu dis, ça va passer par l'éducation. Donc, je suis vraiment, vraiment heureuse que tu prennes un moment pour nous en parler parce que donc, si on revient justement à ce fameux cannabis qui est du chanvre aussi, j'aime ça de prendre le temps de démystifier pour les gens parce que les gens sont mélangés souvent, encore aujourd'hui. Nos politiciens, même, qui ont légalisé le cannabis, vont se poser la question à savoir est-ce que le chanvre et le cannabis, c'est la même chose? Il y a beaucoup, beaucoup de mauvaises perceptions là-dessus. Donc, c'est la même plante. Le chanvre, le cannabis. Cannabis sativa. Oui, cannabis sativa, exactement. Le cannabis a un taux de THC supérieur, je pense, c'est 0,3 %, c'est ça? Oui. Puis en bas de ça, ça tombe dans la catégorie du chanvre. Du chanvre, voilà. Donc, pour être sûr que ça soit bien clair pour tout le monde. Donc, c'est une plante naturelle. Naturelle. Et là, médicinale. Médicinale, exactement, qui a des bienfaits. Peut-être pas pour tous. Il y en a pour qui que ça a des effets, je pense. En tout cas, je vais parler pour moi parce que moi, ça vient calmer mon anxiété. Puis je le sais que pour certaines personnes, ça va peut-être faire augmenter l'anxiété. Donc, j'aimais ton message du départ où est-ce que tu disais, on est tous différents, puis il faut trouver la bonne médecine pour soi-même. Donc, plus précisément au niveau du cannabis, justement. Donc, tu es parti sur les huiles essentielles, tu es parti sur la chimie verte. Qu'est-ce qui a fait que c'est tombé dans l'étude du cannabis, l'extraction plus précisément du cannabis? Oui, honnêtement, c'était pas un chemin prédestiné. Non. Parce que je connaissais le cannabis de réputation, comme tout le monde, mais j'avais pas eu l'opportunité de travailler ou d'étudier cette plante merveilleuse que je trouve merveilleuse, parce que wow, une scientifique qui prend le temps de dire que le cannabis est une plante merveilleuse. Oui. J'adore. Merci. Fallait que je fasse une pause là-dessus parce que on le répétera pas assez souvent. Pour nous, les scientifiques, quand on trouve une plante merveilleuse, ça veut dire qu'elle regorge de trésors. Parce qu'il y a tellement de molécules à l'intérieur, tellement... Ce qui rend le scientifique heureux, c'est de découvrir une nouvelle chose.
Donc le cannabis, il a tellement de molécules à l'intérieur. Là, on vient à découvrir des centaines de cannabinoïdes dans le cannabis, mais il reste encore. Donc c'est une plante vraiment très complexe et je crois que c'est ça ce qui la rend un petit peu stigmatisée. Ouais. Parce que on n'arrive pas vraiment jusqu'à maintenant, avec toutes les études qui ont été faites, avec la réglementation qui a un petit peu changé dans quelques pays, mais on n'arrive pas vraiment à décortiquer ce qu'il y a à l'intérieur à 100%. Ouais. Autre chose que peut-être les gens ne connaissent pas, parce qu'on essaie de vulgariser au maximum les concepts. Alors, le cannabis, comme plante, on trouve les cannabinoïdes dans les trichomes. Oui. D'accord. Donc, dans les fleurs. Et là, sa forme, elle n'est pas active, elle est inactive, parce qu'on a ce qu'on appelle le THCA. C'est un acide. D'accord. C'est le tétrahydrocannabinolique. Parce que quand j'essaierai pas de la répéter, mais oui. C'est l'acide tétrahydrocannabinolique. Parce que quand on a un acide, on ajoute le ic à la fin du nom. D'accord. Donc, cet acide, il n'est pas actif. D'accord. Ce qui fait activer cet acide, c'est la chaleur. Donc, de 110 à 120 degrés, quand on fume, on fume le cannabis, on va le brûler, on va exercer une certaine chaleur sur le cannabis. C'est ça qui va transformer cet acide. Donc, on enlève le COOH, ce qu'on appelle la décarboxylation. Okay. On enlève ce COOH et ça se transforme en THC, qui est un agent psychotrope. OK. Donc, à l'origine, c'est l'utilisation de l'humain qui l'a rendu si stigmatisé pour les gens. OK, je comprends. OK, c'est donc, intéressant. C'est ça, parce que si on veut vraiment introduire le cannabis dans la pharmacologie et le médical, il faut qu'on comprenne que c'est une plante médicinale avant qu'elle soit ce qu'on appelle maintenant une drogue. Oui. Donc, les gens, il faut qu'ils comprennent ça, parce que moi, ce que je trouvais pas normal, c'est que si on parle, par exemple, on va parler de l'opium. Là, les extractions, les produits qu'on peut extraire de l'opium, on a la morphine, la codaïne, etc. Ils sont utilisés dans les hôpitaux, d'accord ? Et du coup, personne n'en parle. Ouais. Si on va rendre visite à un malade, ils nous disent qu'il est sous morphine, normal. Ouais. Parce qu'on trouve ça normal. Mais si on essaye d'introduire le CBD, on ne va pas parler de THC, on sait que c'est un produit psychotrope, mais si on parle de CBD, il est anti-anxieux, il est anti-inflammatoire, etc. Alors là, les gens... il y a plein de bénéfices. On ne parle pas. Exact. Et du coup, c'est ça qui fait qu'il faut qu'on travaille un petit peu plus pour essayer de trouver... Moi, ce que je trouve fascinant, c'est que on a la possibilité d'aider les gens, de trouver des remèdes pour des gens qui souffrent. Donc, si on a un trésor entre nos mains, pour essayer de faire ça, pourquoi ne pas le faire? De façon plus naturelle aussi, avec un impact moins grand sur le reste de l'environnement. Là, c'est ça. Donc moi, comme je disais, je n'avais pas l'opportunité même d'en parler ou d'essayer de faire de recherche sur le cannabis, parce que c'est par son état réglementaire limité dans la majorité des pays. Mais tu voyais les bienfaits, puis tu voyais le potentiel. Je voyais le bienfait, le potentiel, et surtout, ce qui m'attire le plus, c'est la complexité. Parce que jusque-là, il y a tellement de conférenciers, il y a tellement de scientifiques, de chercheurs qui travaillent plus de, je sais pas, de 20 ans dans le domaine, mais ils n'ont pas encore arrivé à standardiser le THC ou l'extrait du cannabis. Oui. Parce que c'est tellement complexe à l'intérieur, et ça, c'est ça qui donne la volonté de travailler encore plus. Ouais. On se dit qu'il y a des années qu'ils essayent de faire ça, peut-être moi, peut-être un autre, peut-être on va motiver d'autres scientifiques à trouver des remèdes pour aider les gens.
Exact. Parlons un peu de l'extraction plus précisément. Donc, toi, c'est vraiment au niveau de l'extraction que tu travailles, puis on parlait des possibilités puis des enjeux, donc le cosmétique, les crèmes, tout ça. Est-ce que, selon toi, on va aller chercher le maximum des bénéfices de la plante plus en utilisant des processus d'extraction? J'imagine, on le sait que fumer, c'est pas bon. On le sait que c'est pas la chose à faire, puis on veut pas nécessairement les effets du THC non plus. Donc, parle-moi un peu de l'extraction, puis pourquoi te pencher plus précisément là-dessus? Alors, moi, plus particulièrement, on travaille sur le développement de produits cosméceutiques. Cosméceutique, c'est un nom un petit peu nouveau. Donc, c'est un hybride entre la cosmétique et la pharmaceutique. D'accord. Okay. Donc, on essaye de travailler sur des produits qui vont à la fois être des soins et à la fois utilisés en cosmétique. Donc, ils peuvent être en vente libre. Donc, là, on travaille sur un complexe à base de chanvre. Et du coup, l'extraction, c'est une étape primordiale. Parce que là, si on va parler de produits purs, tout ce qu'on va retrouver dans le produit final, il a une traçabilité. Donc, on commence par l'extraction, par la culture déjà, la culture du cannabis ou du chanvre, jusqu'à l'extraction, jusqu'à la formulation. Et du coup, l'extraction, c'est une étape très importante, étant donné qu'il y a différents types d'extraction. Là, on va parler de cannabinoïdes. D'accord, les cannabinoïdes, pour savoir, c'est des molécules lipophiles. Ça veut dire qu'ils sont solubles dans les huiles. D'accord. Okay. Donc, pour les extraire, il y a différentes méthodes. Il y a des méthodes qu'on appelle des méthodes artisanales et des méthodes industrielles. On ne peut pas comparer les deux parce qu'à grande échelle, on ne peut pas utiliser une presse pour avoir l'extrait. Les méthodes artisanales, maintenant, ils le font à la maison, ce qu'on appelle la rosine. Ils préparent la rosine avec une pression et une chaleur, d'accord. Mais on ne peut pas comparer cet extrait à une production industrielle, d'accord. Donc, pour l'industriel, il y a l'extraction à solvant, en utilisant des solvants. Les solvants organiques, en ce moment, on ne va pas dire qu'ils sont bannis, mais on essaye de minimiser le maximum parce qu'avec les enjeux climatiques, avec tout ce qui se passe, donc on essaye de minimiser le maximum l'utilisation des solvants comme l'hexane, l'éthanol, etc. Bien que c'est l'extraction avec les solvants, elle n'est pas si dangereuse parce qu'à la fin, on va faire évaporer ce solvant. Okay. Mais c'est quelques traces qui restent avec les exigences des consommateurs. Là, on ne veut pas vraiment avoir cet extrait. Donc, on se penche vers ce qu'on appelle l'extraction supercritique, par CO2 supercritique. Supercritique. Oui, okay. Par CO2 supercritique. Ce qu'on appelle supercritique, c'est le CO2. On connaît tous les CO2, c'est un gaz. Donc, on va jouer sur la pression et la température jusqu'à ce qu'il atteint un point supercritique. Ça veut dire qu'il est à la limite entre liquide et gaz. Okay. D'accord? Donc, il va extraire les molécules. Et là, l'extrait, il va être pur à 100% parce qu'à l'intérieur, quand on diminue la pression, le CO2, il va s'évaporer parce que c'est un gaz. Oui. Donc, c'est la technique la plus utilisée en ce moment, la plus verte possible en ce moment. Donc, on travaille sur ça. Pas moi personnellement, parce que moi, je suis dans la formulation. Okay. D'accord? Donc, d'autres gens c'est comment utiliser, dans le fond, une fois que l'extraction est faite? Une fois avoir l'extrait, là, on va l'utiliser pour formuler les produits cosméceutiques. Okay. D'accord? Donc, c'est ça, pour l'instant, c'est les techniques d'extraction les plus réputées. On a une autre technique qui est maintenant toute nouvelle. Oui. Elle vient de la France, ce qu'on appelle l'extraction enzymatique. Okay. C'est à partir des enzymes qui vont détruire la paroi extérieure des trichomes qui englobent la molécule, le principe actif. Donc, ces enzymes, ils vont travailler à détruire la paroi extérieure et là, le principe actif, il va être récupéré très facilement. Okay. D'accord? Donc, c'est une technique...
on va dire, nouvelle. Elle n'est pas encore, à mes connaissances, utilisée pour le cannabis, mais c'est quelque chose de très, Donc, très, je vois très des étincelles dans tes yeux. vert. C'est quelque chose que tu vas Oui, essayer, oui. là. Rentable et j'espère qu'elle va être utilisée dans l'avenir parce que vraiment, ça va rapporter et c'est une technique saine. Oui. Qu'est-ce qui fait, tu penses, parce que j'ai eu la chance d'utiliser des crèmes dans le passé qui avaient du CBD, même des crèmes qui avaient du THC, même au niveau de... Puis, tu sais, j'en ai vécu les bienfaits aussi. Honnêtement, je trouvais que c'est des crèmes qui fonctionnaient de façon merveilleuse. On parlait de l'effet instantané, même l'effet instantané, surtout les crèmes avec le THC. Je m'étais cassé une côte, puis l'impact de la crème versus les médicaments qui m'avaient été prescrits à l'hôpital jour et nuit. Non seulement la crème faisait plus effet, mais j'avais toute ma tête. Donc, tu sais, pour moi, puis c'est encore quelque chose de tellement tabou au Québec. Est-ce que tu penses que les recherches que tu fais en ce moment vont pouvoir nous aider à avancer puis à rendre ces crèmes-là disponibles ici? Je reviens toujours sur l'idée de l'éducation. Oui. Il y a une citation de Jean Rostand qui dit qu'on façonne les plantes par la culture et les hommes par l'éducation. Donc, si on arrive à éduquer les gens par le savoir, parce que là, si les gens vont s'intéresser à ça, c'est parce qu'ils ont besoin. Ouais. D'accord? Si quelqu'un, il est dans le besoin, il est malade, il a besoin de ce genre de truc, et surtout, quand il sait qu'il n'y a pas d'effet secondaire grave par rapport aux médicaments qu'on utilise. Donc là, il faut vraiment faire passer le message, faire passer le savoir, parce que c'est la science qui va essayer de changer les choses. Parce que là, quand on a une idée reçue, on ne parle pas que de plantes ou dans notre vie de tous les jours. Quand on a une idée reçue, le cerveau, s'il veut changer cette idée, il ne va pas la supprimer par effacement. Tout à fait. Il ne va pas l'effacer. Il va créer un nouveau circuit neuronal, ce qu'on appelle une nouvelle idée, une nouvelle habitude, une nouvelle croyance. Et du coup, si les gens vont être éduqués à se dire que c'est une plante, c'est pas une drogue. Ouais. C'est une plante qui regorge de principes actifs, qui a des trésors à l'intérieur. Et du coup, on va l'accepter à ce qu'elle va nous soigner. Parfois, quand je parle avec ma mère ou à la maison, on se dit quand on a mal, s'il vous ramène quoi que ce soit, l'essentiel que ce mal parte. Ouais. Tu prends n'importe quoi. Mais tellement qu'on a une idée qui est un petit peu... Je sais pas, c'est une réputation qui a été donnée à cette plante. Depuis des années. Et là, on a tellement peur. Parfois, on a peur même pas... On n'arrive même pas à essayer. Parce qu'on a peur des du fois regard. Même d'en parler, mais oui. Oui, on a peur du regard des gens. Ah, elle est en train d'utiliser le cannabis pour... non. Exact. Mais pourquoi? On va lui changer le nom. On rebaptise le cannabis aujourd'hui. On va lui changer le nom. On va vous donner une plante, on va vous dire... Vous avez une plante qui a ses effets, c'est bien fait. Est-ce que vous allez l'utiliser comme anti-inflammatoire, comme analgésique? Ils vous disent oui. Bah, changez le nom. Exact. Fait qu'à court terme, on peut définitivement encourager les gens qui cherchent une solution, s'ils tombent sur le cannabis, de partager leur histoire et d'encourager les discussions comme on fait aujourd'hui. Puis c'est important, puis c'est comme ça qu'on va arriver à faire progresser les choses. C'est ça, moi, quand on avait fait la rencontre la dernière fois, il y avait la dame que son fils, il avait un problème épileptique. Et j'ai tellement été touchée par cette histoire. J'étais tellement touchée parce qu'elle disait qu'à partir de 4 ans, il prenait des doses de médicaments d'un homme de 19 ans. Parce que les doses de médicaments, c'est selon le poids, c'est selon l'âge, etc. Mais lui, c'était tellement grave, son cas, qu'il prenait des doses vraiment très, très élevées. Et là, quand elle a essayé le cannabis, elle a dit que maintenant, il a 14 ans, il n'en souffre plus. Oui, exact. Ça a changé ses crises d'épilepsie du jour au lendemain. Donc, moi, je trouve que c'est un exemple vivant si on veut vraiment progresser
dans cette science. Exact. Parce que là, on a un exemple vivant. Pourquoi on ne cherche pas derrière cette plante, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Exact. Parce que c'est une maman qui avait cherché quand même plusieurs solutions, c'est ça. Qui avait regardé plusieurs alternatives, qui a dû passer par-dessus le fait de se faire juger par l'ensemble de son réseau parce qu'elle avait choisi de donner du cannabis à son fils. Mais ça l'a arrêté les crises d'épilepsie. C'est le plus important. C'est le plus important. C'est le plus important parce que quand on voit quelqu'un qui souffre, autant plus qu'il soit ton fils ou ton enfant, c'est vraiment, on veut tout faire pour atténuer un petit peu ce mal ou ce malaise. Donc là, elle a trouvé la solution, mais moi, je vais encore loin. Parce que si on a des exemples vivants comme ça, c'est ça le rôle du scientifique. Il va essayer de comprendre pourquoi ça a fonctionné. Pourquoi ça a fonctionné. Comment elle a fonctionné. Est-ce que tu penses qu'il y a des différences? On disait la lavande, on l'a utilisé de fond en comble. Le cannabis, en effet, on est en retard dans les études. On ne l'a pas utilisé de fond en comble. On comprend les raisons pourquoi. Est-ce que tu penses qu'il y a des différences, mettons, entre les génétiques? Est-ce que les bienfaits de la plante et tout ce que vous étudiez alentour de ça, est-ce que ça pourrait varier, mettons, si c'est une génétique de Sage and Sour versus une génétique de Mandarin Cookies ou ça reste du cannabis, mais est-ce que ça rend ça plus complexe? Oui. Oui, hein? Oui, absolument. Ça rend ça vraiment très complexe parce qu'avant, quand on étudie une plante, par exemple, pour la première fois, ce qu'on appelle des espèces endémiques ou des espèces genre qui poussent naturellement comme ça, elle est naturelle. Donc, on n'a pas essayé de toucher dans la génétique, etc., pour essayer de changer quoi que ce soit, pour augmenter le taux de THC ou de CBD, mélanges, etc., créer des mélanges, des hybrides, etc. Et c'est là, ceci complique vraiment la chose. Parce que avec les avancées dans l'agriculture, etc., on arrive un petit peu à cerner ce qu'on veut. Par exemple, on cultive cette espèce pour avoir ce taux de THC, ce taux de CBD, etc. Mais cela n'empêche pas qu'il y a toujours des surprises. Oui. Parce que vous savez que la plante, elle réagit avec l'entourage, avec le climat, le sol, la période de récolte, l'eau, etc. Et c'est à partir de là que ça affecte sa signature intérieure, donc son profil chimique. Et du coup, c'est cette diversité vraiment qui rend la plante assez complexe. Mais je le dis, je le répète, cette complexité nous booste à chercher encore plus, à trouver des choses que peut-être ils ne sont pas encore trouvées. Là, on est à 100 et quelques cannabinoïdes déjà découverts. Mais je crois qu'il y en a encore. En ne parlant pas des terpènes, flavonoïdes, etc., qui sont à l'intérieur de la plante. Mais vraiment, cette synergie rend la plante vraiment extraordinaire. Donc, tu disais tout à l'heure, en début, tu disais que c'était pas quelque chose qui faisait partie de ta feuille de route, d'étudier le cannabis. Mais là, je sens que tu n'es pas à ta première et dernière étude. J'ai l'impression que ça va se poursuivre par la suite. Oui, je l'espère parce que là, ça dépend pas de moi parce qu'on travaille avec des clients, etc. Ouais. Et du coup, mais j'aimerais bien le faire. En ce moment, on travaille sur le chanvre parce que effectivement, comme le cannabis, c'est une plante qu'on peut utiliser partout. Ouais, je sais. On peut l'utiliser dans le textile, le béton, pour fabriquer le papier, pour faire des huiles, en l'utilisant en cosmétique, etc. Et du coup, même, je viens de lire un article sur une étude française qui arrive à trouver une molécule très intéressante dans les racines du chanvre. Ah oui. Hein? Donc là, on parlait toujours de la partie aérienne, tout ce qui est feuilles, fleurs, etc. Mais là, les gens se sont vraiment avancés dans les études et ils ont étudié les racines et ils ont trouvé qu'il y a une molécule très, très intéressante dans les racines du chanvre. Donc, c'est une plante qui ne nécessite pas beaucoup d'énergie, beaucoup d'eau. Donc, et là, on peut l'utiliser, on peut l'épuiser. On peut utiliser les tiges pour beau projet d'économie circulaire. C'est une économie vraiment complète, circulaire. On peut utiliser les tiges pour faire du béton, les feuilles, pour faire l'huile, etc., pour le papier, pour le textile, etc. Donc, on ne jette absolument rien.
C'est fantastique. Il n'y a pas de gaspillage. Non, on aime ça, on aime ça. Fait que justement, comment on fait pour encourager des projets de recherche comme ça? Tu disais, ça dépend toujours des clients. Donc, parmi notre très grande communauté, on invite les compagnies à investir dans des projets de recherche comme ça. On insiste, bon, évidemment, on va continuer de mettre de la pression, inciter nos gouvernements aussi à déclencher des projets d'études comme ça qui peuvent être porteurs là, pour l'ensemble de la province et du pays. Mais au niveau des entreprises, des individus, c'est vraiment, c'est plus comme un projet privé. On peut vous mandater pour continuer des projets de recherche. Comment ça fonctionne exactement? Alors, pour les projets de recherche, actuellement, on travaille sur le chanvre avec une société qui veut se lancer. Elle est déjà lancée dans la production de béton de chanvre. D'accord. Okay. Mais elle veut valoriser, comme je disais, la plante en entier. Et du coup, la partie huile, elle va l'utiliser dans la production des produits cosmétiques. Wow. Et du coup, c'est à partir de là on parle du chanvre, parce que ce chanvre, il n'y a que le CBD, il n'y a pas le THC, il n'y a pas un pourcentage élevé en THC, donc c'est légalisé. On peut le faire comme on l'en veut. Mais si on parle de quelque chose de plus sérieux, on rentre dans les médicaments, l'industrie du médicament, c'est une très grosse industrie, c'est une industrie très complexe. Donc, on a besoin de soutien, d'entreprises qui veulent se lancer dans ce domaine. Ouais. Parce que vous savez que l'industrie pharmaceutique, c'est une industrie vraiment très puissante. Et s'il n'y a pas un appui du gouvernement pour se lancer vraiment, ça va être difficile, ça va être vraiment difficile parce que c'est des budgets énormes pour essayer vraiment de trouver un médicament à partir du cannabis. OK. Message bien compris. On va continuer de pousser. OK. Puis justement, je suis curieuse de savoir des docteurs, Fatima, comme toi, qui étudient le cannabis ou le chanvre. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'on en retrouve beaucoup dans les universités en ce moment, des projets comme ça? Ou tu te sens un peu seule dans ton univers? Non, pas toute seule. Déjà, je ne pouvais pas assister, mais j'étais invitée à un congrès qui était réalisé à l'Université de Laval sur le cannabis. Il y a beaucoup de gens qui travaillent. Il y a beaucoup de conférences réalisées en ce moment, des congrès, etc. Surtout sur le cannabis médical. OK. Parce que là... Parce que partout à travers le monde, c'est plutôt le médical qui est en train de se légaliser de façon... Oui, c'est ça. C'est le médical parce qu'ils ont trouvé que vraiment, il y a des trucs à faire. Et du coup, là, on est content parce que si on arrive à faire quelque chose à partir d'une plante qui participe à une économie circulaire, là, on va l'utiliser dans tous les domaines. Ouais. Elle va être le produit phare dans tous les domaines. Exact. Donc, on est content. C'est super. Puis toi, dans ton entourage, est-ce que ça vient avec un certain stigma de dire à ta famille, tes amis, que tu es venue à Montréal étudier le cannabis? Dans ma ville, oui. On va dire oui. Pour dire les vraies affaires, on est là pour ça. Oui, mais c'est ça. Je crois que la chose la plus importante, c'est changer les mentalités. Ouais, il faut. Parce que vraiment, les gens, ils ne veulent même pas entendre parler. Genre, ils sont pas du domaine, ils sont pas scientifiques, ils savent pas ce qu'il y a dans les plantes, mais quand on parle, mais ne dis pas ça. Mais non, il faut pas dire ça devant tout le monde. Mais non, mais c'est une drogue. Mais on ne parle pas de ce côté-là. C'est une plante naturelle. C'est une plante naturelle. Exact. Et là, on oublie que différentes molécules qui sont maintenant sur le marché pharmaceutique, la morphine, la codéine, le Taxol qui est utilisé comme un médicament anticancéreux, ils sont issus de plantes. Ouais, pourquoi on accepte ça? Et on n'accepte pas une éventuelle découverte qui viennent du cannabis. Ouais. Donc là, les molécules qu'on trouve, et même quand on parle, nous les chimistes, on parle de molécules naturelles et on parle de synthèse.
Donc, quand on trouve une molécule naturelle, là, on ne va pas épuiser les ressources pour récupérer cette molécule, mais on va essayer de la reproduire par synthèse. On va essayer de reproduire les mêmes effets de cette molécule naturelle par synthèse. Mais si on revient à l'historique de cette molécule, on l'a découverte à partir d'une plante. Ouais. Donc, toutes les plantes regorgent de trésors, vraiment de trucs qui peuvent nous soigner, au-delà des soins. On peut parler de la spiritualité. Ouais. Il y a des plantes qui, même quand tu rentres à la maison, tu vois une plante, ça t'apaise. Ça t'apaise. Ben moi, je m'assois devant la forêt puis je regarde les arbres. Oui. Ça m'apaise. Oui, ça apaise énormément. Ouais. Il y a même des plantes qu'on utilise. Par exemple, la camomille. Si on utilise la camomille la nuit, ça apaise les tensions, ça endort comme ça. On est vraiment très, très calme de l'intérieur. Et là, on va essayer de comparer. Tu prends la camomille. Oui, la camomille, c'est quoi? C'est une plante. Oui, c'est une plante. Mais même le cannabis, c'est une plante. Ouais. C'est la façon de l'utiliser qui l'a rendu autant, je sais pas. Puis c'est comme n'importe quoi, que ça, c'est une plante naturelle, mais après ça, c'est de... Si on se permet d'avoir la recherche, si on se permet d'avoir les études, bien, cette plante naturelle-là va être offerte dans des produits qui vont avoir été contrôlés, surveillés, donc qui vont permettre une consommation complètement sécuritaire. Ou est-ce que tu auras juste les bienfaits qui vont venir avec? C'est ça, c'est ça. Donc, nous, il faut savoir qu'un médicament, pour qu'il se met sur le marché, il a entre 10 et 20 ans de recherche. Donc, on ne va pas présenter vraiment un médicament qui est, je ne sais pas, qui va nuire ou il y a toute la réglementation derrière. Ouais. Donc, nous, ce qu'on en a besoin, c'est que les gens comprennent que si on va avoir une molécule active à partir de cette plante, elle ne va pas être mise sur le marché avant qu'elle soit étudiée complètement, faire des études in vivo, in vitro, des essais précliniques et cliniques. Et là, on va essayer de faire ça sur un maximum, un panel de gens avant qu'elle soit mise sur le marché. Mais si elle va être mise sur le marché, est-ce que les gens vont l'acheter? C'est ça. Exact. Donc, c'est pour ça qu'on revient parallèlement, pendant que vous faites votre travail de scientifique. Voilà. on va devenir scientifique et éducatrice. Exact. Donc, et là, c'est pas mon travail à moi-même, mais c'est un travail de toute une société. Exact. Tout à fait. Je le dis souvent, des gens, des fois, c'est des petites choses simples quand t'entends quelqu'un dire le cannabis avec le mot drogue, corrige ça, c'est une plante naturelle, c'est pas une drogue. On peut pas mettre ça dans la même catégorie. Tu essaies de faire changer le discours puis de juste inviter les gens à être curieux. C'est payant d'être curieux dans la vie. Oui, c'est ce que je cherchais ce mot. Exact. Il faut vraiment essayer de cultiver cette curiosité du savoir. Exact. Parce que les gens ont une autre curiosité, mais la curiosité du savoir, il faut vraiment la cultiver. C'est comme ça qu'on évolue comme société. C'est ça, parce que si on va prendre les choses telles qu'elles sont, on va jamais avancer dans la vie. Non. Il faut essayer de comprendre. C'est parmi les choses c'est parmi les choses que j'aime le plus dans le domaine scientifique, c'est que on essaye de comprendre, de passer le message et de vulgariser au maximum les concepts pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe. Parce que là, peut-être les scientifiques, ils sont un petit peu isolés dans leur monde, mais il n'y a pas ce contact avec la société pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe. Exact. Donc, si quelqu'un va être au courant de ce qui se passe, parce qu'il cherche, c'est parce qu'il cherche. Ouais, parce qu'il est dans le besoin. Oui, dans le besoin, exact. Mais c'est pas tout le monde qui... Comment générer cette curiosité-là, dans le fond, avant même d'être dans le besoin? Comment qu'on pourrait... c'est pas facile. C'est pas facile. Maintenant, les réseaux sociaux, je crois que vraiment, ils éduquent
il éduque les gens. Parce qu'on est tous sur... on est tous sur les médias sociaux. Sur les réseaux sociaux. Et du coup, si une information passe comme ça, peut-être il y a une catégorie de gens qui vont chercher. Exact. Ils vont se dire, Exact. Ils vont se questionner, pourquoi ils parlent de cannabis, mais est-ce que vraiment le cannabis va être réglementé comme médicament? Est-ce qu'il y a vraiment des molécules intéressantes qui peuvent être... Puis c'est de faire changer le stigma en ayant des discussions avec des personnes différentes aussi. Donc oui, les médias sociaux, on a accès à beaucoup d'informations, mais c'est nouveau comme industrie. Donc souvent, on tombe sur du contenu des gens qui vont fumer du cannabis pour les effets du THC. Donc on tombe moins sur du contenu plutôt scientifique qui nous amène à réfléchir sur la plante et son potentiel dans son ensemble 360 et le THC, le récréatif étant un domaine, une petite branche, mais non pas la seule branche. Mais c'est ça que je trouve qui manque un peu. Puis c'est pour ça qu'on était tellement excités de t'avoir avec nous dans cette émission parce qu'on veut justement... J'ai adoré notre conférence qu'on a faite avec la KIC, justement, de voir toutes des femmes d'affaires avec des expertises incroyables. Il n'y a personne qui était là pour fumer du cannabis. Les gens étaient là pour avoir une discussion sur une évolution dans notre société, sur quelque chose qui pourrait avoir un bienfait pour l'ensemble des communautés. Pas juste les bienfaits médicaux, mais comme on dit, l'économie circulaire. Il y a plein de choses, l'environnement aussi, tout ça. Donc, je pense qu'il faut continuer de changer ces perceptions-là. Puis on le voit de plus en plus. Là, j'ai le bonheur encore de retourner à Berlin où est-ce que, justement, en Allemagne, le cannabis est médical. Puis encore une fois, je trouve qu'année après année, les conversations sont de plus en plus sérieuses, scientifiques, éducatives. Je pense qu'on s'en va vers une belle tangente, mais il faut pas lâcher le morceau parce que on est en retard. On est en retard. Il y a je sais pas, une expression, je sais pas, est-ce que vous le connaissez, c'est, tu vois, quand il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle chose, il y a toujours cette peur, cette crainte. Cette peur, cette crainte. Il y a une expression, je n'arrive pas à la retrouver. C'est genre, tu vois, pour essayer, c'est pas d'imposer, mais d'introduire une nouvelle idée, une nouvelle chose. Il y a toujours cette révolution, l'humain, de sa nature, il n'accepte pas de sortir de sa zone de confort. Là, on a des idées. Non, tout le monde dit que le cannabis, c'est pas une bonne chose. C'est quelque chose, c'est une drogue. Pourquoi je perdrais mon temps à passer du temps à essayer de comprendre? Donc, puis, j'essaie pas de comprendre. Ça y est, l'idée est ancrée. Ouais. Mais je crois que c'est le besoin qui peut pousser les gens à chercher. Tout à fait. La chose la plus importante, c'est que parfois, je me disais toujours que si on est dans une grande ville, les esprits ne sont pas les mêmes. Parce que là, je sais pas, quand on est dans une ville, quand on est dans une petite ville, tous les gens se connaissent. Ouais. Et du coup, ils ont peur de changer, de juger, etc. Mais là, quand j'ai rencontré des gens qui parlaient du cannabis, je me dis, non, on est à Montréal. Oui. Oui. Et du coup, c'est parmi les grandes villes au monde. Oui. Et du coup, pourquoi les gens ne veulent pas en parler? C'est ça. Ouais. Il faut avoir la volonté pour changer. On ne peut pas changer le monde sans qu'il y ait cette volonté. Parce que j'ai dit, il y a le besoin. La première des choses, c'est le besoin. Et la deuxième des choses, c'est la volonté. Exact. Parce que quand on a besoin de quelque chose, moi, personnellement, je me dis, si je suis dans le besoin, ça ne m'intéresse pas ce que les gens disent. Non. Parce qu'il y a seulement celui qui souffre, qui peut vraiment vous dire ce qu'il ressent à l'intérieur. Exact. Et du coup, il utilise, je sais pas ce qu'il trouve. Ce qu'il trouve, l'essentiel, il sera soulagé. C'est peut-être pas un remède pour tout le monde, mais ça peut être une solution
pour quelqu'un dans le besoin qui est vraiment, vraiment adéquat. Donc, il ne faut pas se limiter non plus. C'est pas parce que ça ne nous touche pas, nous, personnellement, qu'il faut arrêter le progrès parce que ça peut changer des vies pour d'autres personnes. C'est ça. Puis c'est ça. Il faut penser à l'autre. Donc, tu es ici à Montréal encore pour quelques mois, assurément, pour poursuivre tes études. Nous, évidemment, on aimerait bien te garder ici très, très longtemps et que tu poursuives ta mission jusqu'à temps que la société soit « Ouais, on est fiers, on produit du bon chanvre, du bon cannabis. » Donc, est-ce que tu penses rester parmi nous longtemps ici? J'aime bien la cadence dont la recherche évolue ici. Ce que j'aime faire, je suis en train de le faire parce que en tant que scientifique, ce que j'aime le plus, c'est la nouveauté. C'est à chaque fois, il y a une nouvelle chose. À chaque fois, on découvre. À chaque fois, on n'est pas stagné. Non. Et du coup, quand on trouve des gens comme vous qui incitent les gens à découvrir, à travailler sur de nouvelles choses, à sortir un petit peu des clichés, ça me motive vraiment énormément. Et du coup, j'aimerais bien, mais on ne sait pas ce que Alors, on lance l'invitation aux entreprises. Là. Donnez-nous des beaux projets de recherche pour faire évoluer cette discussion, puis piquer la curiosité des gens assez pour nous permettre d'aller encore plus loin. Donc, je vous remercie. Je te remercie. Je me permets de te tutoyer. Oui, bien sûr. On va devenir des grandes amies avec le temps et on va révolutionner l'industrie. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça a été vraiment un grand plaisir. J'ai appris énormément, puis j'espère que ça va servir à piquer la curiosité de nos téléspectateurs et puis qu'on va pouvoir aller plus loin ensemble. Donc, j'invite tout le monde, évidemment, à continuer de suivre Fatima et ses travaux, également de nous suivre sur nos réseaux sociaux, de vous abonner à notre infolette aussi parce qu'on va partager du contenu à l'intérieur de ça aussi. Puis, on va continuer la discussion. Fait que si jamais vous avez des histoires intéressantes aussi, interagissez, écrivez-nous, partagez avec nous parce qu'on les veut, ces histoires-là. Puis, les gens qui ont dans le besoin puis qui ont trouvé une solution avec le cannabis aussi, on veut en parler. Donc, merci encore d'avoir été avec nous. Puis, bon séjour à Montréal. Merci beaucoup. Merci beaucoup.